Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Zimbabwe, les députés de l'opposition ont boycotté ce mardi 18 septembre le premier discours sur l'état de la nation prononcé par le président élu Emmerson Mnangagwa. Ils ont dénoncé un président illégitime. La mobilisation de ressources financières pour leur développement est un problème pour les collectivités locales africaines. Ces régions d'Afrique se tournent alors vers des sources de financement innovantes. Et puis l'Égypte a bouclé l'année 2017 avec une relance du secteur touristique marquée par une hausse de 53,7% des arrivées. Pour redynamiser le tourisme, l'Égypte a récemment ouvert au public une série de sites archéologiques précédemment interdits d'accès. Un premier discours sur fond de tension au Zimbabwe ce 18 septembre. Le président élu Emmerson Mnangagwa a prononcé son premier discours sur l'état de la nation, un discours boycotté par les députés de l'opposition. Le mouvement pour le changement démocratique a quitté l'hémicycle en protestant un président illégitime. Les précisions de Solange Dubois. Les députés zimbabwéens de l'opposition sont toujours en colère après avoir perdu les élections générales de ce mois de juillet 2018. Ce mardi 18 septembre, des dizaines de députés du mouvement pour le changement démocratique ont quitté le Parlement durant le discours sur l'état de la nation du président Emmerson Mnangagwa. En effet, ses opposants ne reconnaissent toujours pas la légitimité du chef de l'État. Mnangagwa est illégitime et nous voulons qu'il nous prouve combien de votes il a recueillis. Ces élections ont été volées et cela doit être rectifié. En attendant, le MDC ne peut pas siéger et être traité par une personne qui ne respecte même pas la règle de droit. Des fraudes et des irrégularités à l'élection présidentielle avaient été dénoncées par le principal parti de l'opposition qui a vu son recours en annulation rejeté par la justice. Malgré cette décision, le MDC continue à se considérer comme vainqueur de l'élection. J'espère en tant que jeune que les députés resteront fidèles aux affaires et veilleront à ce que les lois censées être alignées sur la Constitution de 2013 soient pleinement appliquées. Les gens ne doivent pas subir ce genre de politique. De son côté, la ZANU-PF tente de reconstruire l'économie du pays et d'éradiquer le choléra. Le président Emmerson Mnangagwa a par ailleurs prévu de présenter une série de projets de loi au Parlement, notamment la création d'une agence d'investissement à guichet unique. Pour le parti au pouvoir, il est temps de dépasser les élections et de se concentrer sur l'avancement du pays. La situation sécuritaire dans le bassin du lac Tchad est au cœur d'une rencontre entre le Nigeria et le Niger. La lutte contre Boko Haram, l'enlèvement de civils et le banditisme ont poussé ces deux pays à renforcer leur coopération militaire et à établir des stratégies communes. Reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mouktar. Le Niger et le Nigeria entendent renforcer leurs moyens de lutte contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad à travers une stratégie dite globale commune. Au vu de la persistance et de la gravité des menaces du groupe terroriste dans la région, les ministres de la Défense des deux pays et le commandement de la force multinationale mixte de lutte contre le groupe terroriste Boko Haram se sont penchés sur la question. Nous avons convenu du renforcement de la stratégie globale commune par la création d'un cadre de réflexion entre les états-majors nationaux et le commandement de la force multinationale mixte à travers la surveillance de nos frontières. Vous savez, la guerre contre Boko Haram ne se gagne pas en peu de temps. Voyez en Somalie, en Afghanistan, au Pakistan, cela a pris du temps. Ils partent et reviennent toujours en force. Nous avons parlé des stratégies à mettre en place pour les contenir. Outre la lutte contre Boko Haram, le crime organisé transfrontalier et le banditisme dans certaines régions des deux pays préoccupent également les autorités. Les États fédérés de Zamfara, Katsina et Sokoto, tous frontaliers du Niger dans sa partie sud, sont menacés par des activités de trafic de tout genre. C'est aussi ce qui se développe dans le lit du lac Tchad, ainsi d'ailleurs qu'à notre frontière avec le Mali, où des citoyens prennent d'autres citoyens pour demander des rançons. Nous devons tous nous mettre ensemble pour combattre ce fléau, parce qu'il s'agit d'un nouveau type de banditisme auquel nos pays doivent faire face en développant des stratégies adéquates. Le phénomène d'enlèvement de personnes civiles contre le paiement d'une rançon prend des proportions inquiétantes dans la région du lac Tchad. Deux autres pays, à savoir le Tchad et le Cameroun, sont confrontés au même problème. D'où la nécessité de mutualiser les stratégies, estiment plusieurs analystes.
Difficile course au financement pour les collectivités locales africaines. Leur développement passe par une collecte de ressources financières. Cette mobilisation monétaire s'avère difficile pour les communes, départements et régions d'Afrique qui se tournent vers des financements innovants. Ibrahima Djoumaba. Les communes, départements et régions d'Afrique peinent à financer leur développement. Malgré l'adoption de la Charte africaine sur les valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local par l'Union africaine en juin 2014 à Malabo, en Guinée équatoriale, qui encourage les États à allouer plus de ressources aux collectivités, les dotations restent faibles sur le continent. Quand on prend les statistiques à travers les dernières études qui ont été faites en Afrique, on se rend compte que le transfert de l'État vers les collectivités locales ne représente pas plus de 5% en moyenne. Au Mali, par exemple, les autorités ont décidé de transférer conjointement les compétences et les financements en allouant 30% des ressources budgétaires aux collectivités territoriales avant la fin de l'année 2018. La société civile africaine s'active de son côté pour outiller les collectivités dans la collecte de leurs ressources propres en s'appuyant sur les nouvelles technologies et lutter contre l'évasion fiscale. C'est un dispositif technologique qui a été installé sur le téléphone portable avec une mini-imprimante qui permet de générer un ticket. Ce ticket permet d'assurer un contrôle des contribuables, donc ceux qui ont payé la taxe quotidienne, donc ils reçoivent un ticket et ensuite on a mobilisé aussi les citoyens à travers les conseils de quartier qui peuvent passer par la suite pour assurer le contrôle de l'effectivité de la taxe. Alors que seulement 1/7 des taxes et impôts des collectivités locales est mobilisé en Afrique, d'autres mécanismes de financement existent à travers les fonds verts, les levées de fonds et la coopération décentralisée, mais sont faiblement exploités. L'Afrique de l'Est opte pour une forte réduction de la production plastique et se dirige vers le recyclage. Dans la région, les usines de production plastique fournissent de grandes firmes comme Coca-Cola. Elles réalisent 250 millions de bouteilles par an et ambitionnent une réduction de 50% d'ici à 2030. Sharon Kamara. En Afrique de l'Est, le géant américain Coca-Cola œuvre pour réduire sa production de plastique. L'entreprise qui produit actuellement environ 250 millions de bouteilles de plastique dans la région ambitionne une réduction de 25% d'ici fin 2018 et de 70% d'ici 2030. Pour ce faire, beaucoup misent sur le recyclage. Le but principal du recyclage plastique est de ramasser tous les déchets plastiques afin de les transformer. C'est un moyen de respecter l'environnement, la consommation et nos maisons. En 2017, le Kenya bannit les sacs plastiques du marché. À long terme, le pays ambitionne de mettre fin à la production et de se diriger vers le recyclage. Dans d'autres pays comme l'Ouganda, des entreprises de recyclage ont déjà été mises en place et sont même en charge du recyclage des pays voisins comme le Soudan du Sud et le Rwanda. L'année dernière, tout le monde était stupéfait quand la Chine, qui est notre plus grande destination d'exportation au départ de l'Ouganda, a interdit certains types de plastique. L'Ouganda exportait jusqu'à 4 millions de dollars de plastique issus de recyclage. En ce moment, nous exportons les bouteilles de plastique recyclées vers l'Inde, la Turquie. Nous avons des demandes de clients du Canada, d'autres pays d'Europe. Même ici à Kampala, il y a des demandes. Selon un rapport de l'Organisation internationale du travail sur l'industrie du recyclage, environ 15 à 20 millions de personnes travaillent de manière informelle comme récupérateurs de déchets dans les pays en développement. La réglementation et l'organisation dans le secteur pourraient conduire à la création d'emplois et à l'inclusion sociale. Vieux de plus de 4000 ans, il permet de promouvoir le tourisme en Égypte. Il s'agit du tombeau de Méhu. Le pays a récemment ouvert au public une série de sites archéologiques précédemment interdits au public, dont ce tombeau situé dans la région de Saqqara. Découverte avec Corinne Camden. Le tourisme égyptien traverse une période difficile depuis la révolution de 2011 et la série d'attentats qui ont suivi. Face à cette situation, les autorités multiplient les opérations pour favoriser sa relance. C'est ainsi que le pays a récemment ouvert au public une série de sites archéologiques précédemment interdits d'accès, dont le tombeau de Méhu, une figure égyptienne ancienne de 4300 ans et découverte en 1940. Méhu était le chef du palais royal et le chef des juges qui a vécu pendant la 6e dynastie. Aujourd'hui, nous ouvrons ce secteur aux touristes pour la première fois, puis les gens pourront visiter la tombe sud. C'est un projet colossal qui, après des années de travail, sera achevé fin 2018.
Selon les archéologues, cette tombe a livré beaucoup de secrets sur le mode de vie dans l'ancienne Égypte. En effet, la tombe a été la première à montrer que certains anciens Égyptiens pouvaient être attribués des titres de dieu, ce qui était généralement exclusif à la lignée de la famille royale. Les écritures en haut de l'entrée de la tombe sont très importantes. Elles clarifient le statut important de cette personne. Il était très respecté dans la famille royale et cette tombe lui était dédiée, ainsi qu'à son fils et son petit-fils. Le tombeau de Méhou fait partie du projet de rénovation de la pyramide de Djoser, où les restaurateurs travaillent sans relâche à la rénovation de la pyramide et de la tombe sud. L'objectif étant de bientôt pouvoir présenter l'édifice en entier au public, leur offrant ainsi une nouvelle expérience. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.